dans l'océan Indien, une région chère à mon cœur. Dans cette émission, je vous propose de découvrir deux trésors qui font la richesse de l'outre-mer, l'île de Mayotte et celle de la Réunion. Alors pourquoi ces deux destinations un peu carte postale? Eh bien parce que ces deux îles cachent une toute autre réalité. Elles sont de véritables réservoirs de biodiversité. Et à ce titre, leur nature généreuse représente un intérêt majeur pour notre avenir. Malheureusement et comme partout, la présence de l'homme fragilise un peu plus chaque jour ces espaces. Notre périple commence à Mayotte. Nous allons plonger avec les baleines à bosse venues mettre bas dans les eaux limpides du lagon. Mais pour combien de temps encore? Car le lagon de Mayotte commence à accumuler bien des problèmes écologiques. Pollution insulaire, surpêche, le corail étouffe, le dugong disparaît. On a marché sur des patzas. Ces taches visibles sont le signe que l'érosion progresse d'une façon alarmante dans l'île. Grand responsable l'homme qui urbanise et pratique une coutume ancestrale, la culture sur brûlis. Puis nous découvrirons les îles éparses, des îlots disséminés autour de Madagascar. Sur l'île d'Europa, l'écosystème est vierge de toute présence humaine, pourvu que ça dure. Enfin, nous nous poserons sur l'île de la Réunion. Près du volcan, les pestes végétales mettent en péril l'existence de la forêt de Bébour, une magnifique forêt primaire où chaque espèce est unique en son genre. Cette région de l'océan Indien est identifiée par le WWF comme l'une des plus riches au monde. Sa sauvegarde est cruciale pour la conservation biologique de la planète. D'abord Mayotte, une île du canal de Mozambique. Mayotte, c'est avant tout un lagon. Avec près de 200 km de barrières récifales, c'est un des plus grands lagons fermés de cette région du monde, ceinturé par endroits d'une double barrière de corail. Un phénomène presque unique en son genre, à lui seul, il vaut le détour. Sans tarder, je vous emmène sur ce lagon faire du whale watching, de l'observation de mammifères marins. À Mayotte, c'est une des activités touristiques les plus prisées. Et pour cause, chaque année, entre août et octobre, on peut suivre les énormes baleines à bosse qui remontent des mers froides du sud pour se reproduire ici bien au chaud. Pour nous accompagner, j'ai choisi l'un des pionniers de l'écotourisme mahorais, Nils Bertrand. Selon lui, observer, c'est sensibiliser. Et sensibiliser est la meilleure façon de protéger l'espèce. Une réflexion à méditer. Hop, hop, hop! J'ai cru voir un son de balade là-bas. À confirmer. Attends, je vais voir. Ouh, ce serait top. Il y a eu une explosion, faut bien regarder devant. C'est démentiel. On voit le truc qui jaillit comme ça. C'est quand même magique, hein. Oh là 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 là. Ah, les plaques après, on dirait de l'huile. Ça remonte devant à droite. Un spectacle impressionnant, mais n'oublions pas que l'approche des baleines doit tenir compte du respect de l'animal. Avec son association Sea Blue Safari et Megaptera, Nils a contribué à mettre en place une charte d'observation des mammifères marins. Et tu dois garder combien de distance avec les baleines? Alors il y a plusieurs phases d'approche. Il y a la phase des 300 mètres qui est la zone, on va dire, d'observation. Dans cette zone, on doit avoir 2 bateaux maximum. Ensuite, il y a la zone d'observation rapprochée, qui est la zone des 100 mètres autour des animaux. 100 mètres seulement. 100 mètres pour les baleines à bosse. Où là, on doit vraiment ralentir, se positionner en retrait, en parallèle, pour ne pas gêner le comportement des baleines. On l'a vu passer là.
Tiens, elle revient, elle est là. Elle passe. Elle passe. On voit une masse sombre là. Elle est là, c'est une curieuse. Hein. Ouh, elle va respirer là, magnifique. Waouh! C'est du délire. Ça, c'est une baleine en confiance, elle est sûre d'elle, quoi. Hein. Aujourd'hui, 12 août 2005, on est donc à l'extérieur du récif nord, à l'entrée de la barrière effondrée, il est 13h11. Observation d'un individu très en confiance qui nous a tourné autour pour regarder un peu qui on était. Tout à l'heure, en suivant la baleine, elle nous a montré plusieurs fois sa queue, la face inférieure, et en fait, cette partie de l'animal, c'est vraiment sa carte d'identité. À chaque observation, on prend des données pour récolter un maximum d'informations pour ensuite faire un rapport sur tout ce qu'on aura observé pendant la saison. Ça va nous donner le nombre de baleines observées, le type de baleine observée, les comportements et la répartition dans le lagon et autour de l'île. Cette présence d'un baleineau avec sa mère dans le lagon de Mayotte est tout un symbole. Mais pour combien de temps encore ? Ce lagon en apparence limpide est un écosystème fragile qui concentre toutes les pollutions insulaires. Alors retour sur Grande Terre, c'est ici que continue notre histoire. Confetti de la République, africaine, musulmane, française, Mayotte surprend. L'archipel souffre d'un mal chronique, une forte densité de population, avec pour conséquence un habitat souvent précaire et des zones agricoles qui grignotent en permanence du terrain sur la forêt. Ajoutez à cela un mode de culture archaïque trop souvent pratiqué, la culture sur brûlis. Avec Sidi, mon guide mahorais, ce qui m'a frappé en nous promenant dans l'île, c'est l'omniprésence des feux. Sidi m'a expliqué qu'à Mayotte, la tradition veut qu'à la fin d'une récolte, le paysan brûle son champ. Résultat, la terre à nu finit par glisser dans les eaux du lagon aux premières précipitations. S'ensuit un appauvrissement des sols qui fait place à une désertification. Partout dans la nature, des taches d'ocre contrastent avec le reste. Ici, on appelle ça des pazzas. Je te suis. Hein. Ouais. Ok, on va escalader un peu. Alors Sidi, on est donc sur un pazza. Oui, exactement. Là, nous sommes sur des pazzas. Donc, c'est une forme d'érosion qui peut être soit d'origine humaine, soit d'origine naturelle. C'est sec, c'est tellement aride. Tu peux toucher, tu peux voir tous ces frites et tout part en poussière. Là, quand il y a des fortes pluies, et tout descend. Là, descend dans le lagon et ça asphyxie les coraux. Là-dessus, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui pousse, sauf les acacias mongium qui ont été introduites à Mayotte par certaines associations qui se sont mises en place et ils essaient de reboiser tout ce genre de sol. Avec Sidi, nous partons dans le sud, à Moinatrindi, voir les précurseurs du reboisement. Il y a quelques années, les habitants ont dû évacuer d'urgence leur village. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a eu un glissement de terrain. Oui, en 1984, il y avait un cyclone suivi d'averses pluvieux. Et donc ça fait un glissement de terre qui menaçait la population. Et là, il n'y avait plus rien? Il n'y avait plus rien là. Quelques petits arbres qui, voilà. Qui restaient? Qui restaient, ont été sauvés. Ouais. Face à l'urgence, les habitants se sont eux-mêmes cotisés. Une association est née, Moinatrindi, du nom même de l'endroit. Une structure pour un seul objectif au départ, le reboisement des pazzas autour du village. Une grande première pour une association à l'époque dans l'île. Revégétaliser des sols appauvris relève des meilleurs sentiments, à condition de trouver l'espèce d'arbre adaptée à la problématique des pazzas.
Après des essais infructueux, une variété s'est acclimatée, l'Acacia mangium d'Australie. Et ça, ce sont des pousses en fait. Voilà, tout à fait. Ce sont des Acacia mangium. Là, on les fait pousser d'abord ici. Mais une fois les plantes sortent de la terre, on essaye de les pousser, de les mettre dans des sachets. Des sachets comme ceux-ci, là, des sachets plastiques, individuellement. Et après là, ensuite on les arrose jusqu'à ce qu'on sente que ça pourrait se débrouiller tout seul sur la terre. Et après vous allez les replanter. Là, on va les replanter. Et ça prend à peu près combien de temps pour qu'une jeune pousse Pour qu'une jeune pousse recommence en 5 mois, déjà, c'est adulte. Vous avez déjà des résultats en 5 mois? Ah oui, en 5 mois. Donc c'est rapide. Si au bout de 5 mois c'est adulte, ça oui, peut... mais justement, ça encourage, ça donne un peu de vitamine. Ouais. Voilà. En fait, devant l'urgence, tout le monde s'est senti concerné et a eu envie de s'impliquer. Ah oui. Vous avez mobilisé tout le village, aussi bien les femmes que les hommes. Et oui, et puis je peux vous dire que les femmes sont les plus sensibilisées. Et c'était ça l'objectif même de l'association, parce que ce sont les femmes qui sont les chefs de la maison, les chefs du village, en quelque sorte. Donc les chefs de la famille, ici en tout cas. Le résultat est spectaculaire. Nous progressons dans un sous-bois d'acacia. Mais cette plantation n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'une étape indispensable pour la création de la couche d'humus. Une fois la terre fertilisée, les Moenatrindi arrachent progressivement les acacias pour replanter des variétés plus utiles et éviter tout risque d'envahissement. Ça, c'est l'acacia. Ça, c'est l'acacia mangium, qui vient directement d'Australie et qui pousse dans des terres un peu plus appauvries. Donc, c'est la majorité des arbres qu'il y a ici, voilà, tout à fait. que tu as planté. Exact. Et qu'est-ce que tu as planté d'autre? Il y a aussi le badamier, un arbre local aussi. Dans cette zone-là, on a privilégié pas mal des arbres fruitiers aussi. L'oranger, oui, vous le voyez. Il y a aussi le goyavier. Ah! Eh oui, qu'on a planté aussi. Il y a un pont cannelle qui est juste à côté. Et là-bas, c'est un manguier, non? Et puis un manguier, oui, il y a la variété de mangue aussi, les manguiers qui sont là. Mais c'est surtout les arbres fruitiers. Des trucs qui donneront par la suite quand même des aliments à la population. D'accord. Et dans un idéal, en fait, à long terme, le but, c'est d'essayer de propager tout ça sur tous les patzas. Tout à fait, tout à fait. Toi, ton action, c'est de reboiser. Tout à fait. Et parallèlement à ça, tu as la culture sur brûlis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je condamne tout le temps cette culture-là, mais il faut dire que ça fait partie de la culture mahoraise. Avant, là, il y avait peu de population. La densité était petite et donc il y avait une possibilité de faire. Maintenant, la population a grandi et donc de fortes densités. Et donc ça ne répond plus et la terre n'arrive plus à absorber ceci. Donc il faudrait qu'on arrête. Et tu penses que votre action a suscité des vocations chez les autres Mahorais? Ah, c'est sûr, parce qu'il a été bien médiatisé. Mais il en faut beaucoup de sensibilisation et cette sensibilisation à ce stade-là ne dépend pas que de structures associatives. Il faudrait que ça soit aussi, ça relève de la compétence aussi de l'administration politique et tout ça, pour qu'on y mène ensemble cette action-là. Depuis le reboisement autour du village, l'association Moenatrindi pérennise son action en l'étendant aux patzas de la région sud. L'initiative fait des émules, mais la tâche reste immense. À Mayotte, il existe près de 2500 hectares de patzas. Sur une petite île comme Mayotte, les espaces sont par principe limités. La déforestation, due à l'extension de l'habitat humain, réduit celui du monde animal. Première victime de cette déforestation, la roussette. Ici, on l'appelle Fanny. C'est un mammifère volant de taille impressionnante mais inoffensif. Elle se nourrit de fruits, de fleurs, de nectar et donc contribue à la pollinisation et à la régénération de la forêt. Habituée à la fraîcheur des vallées en altitude, on la trouve désormais en ville, le long des côtes. Autre victime de cette cohabitation forcée, le lémur de Mayotte, plus connu sous le nom de maki.
Originaire de Madagascar, il a certainement été introduit par l'homme il y a quelques siècles. Ces sauts de branche en branche sont un vrai plaisir visuel. Espiègle, malicieux, c'est un animal très sympathique, peu effrayé par la présence humaine. Son grand tort, il est régulièrement chassé et capturé à des fins commerciales. Pourtant, les maquis sont sur la liste des animaux protégés par la Convention de Washington. Le long des côtes, il existe une forêt d'un genre un peu particulier. Une forêt qui prolifère dans des eaux troubles, alternativement douces et salées. Une forêt qui subit en permanence l'ordre des marées. Une forêt qui s'accommode d'un sol très pauvre en oxygène. Pour toutes ces raisons, la mangrove est un exemple d'adaptation. Les Mahorais ont coutume de dire qu'elle protège la mer de la terre et la terre de la mer. Dans la baie de Bouéni, elle est restée intacte. Là, on est dans la mangrove de la baie de Bouéni, ou mangrove de Chirongui, qui est la plus grande mangrove de Mayotte, environ 200 hectares, sur les 750 hectares environ de mangrove qu'il y a à Mayotte. Du fait de sa taille, la mangrove de la baie de Bouéni est la plus remarquable de Mayotte. Donc elle est encore assez bien préservée. Il y a des villages qui se trouvent donc en arrière de cette mangrove et qui l'ont quand même très peu perturbée. Et à ce titre-là, donc, elle continue à remplir toutes ses fonctions très importantes, à la fois au niveau écologique, mais également pour l'homme. Alors là, on voit très bien les racines chasses du Rhizophora mucronata, cette espèce-là. Et on comprend bien qu'il est bien ancré dans le sédiment meuble. Et au-delà de l'adaptation écologique, on comprend très bien aussi que ça va jouer un rôle très important de protection du littoral, dans un sens comme dans l'autre, mais notamment dans le cadre des fortes houles cycloniques. La mangrove est un formidable écran de protection dynamique et permet effectivement de protéger les biens agricoles et humains derrière. Cette mangrove, donc, avec ses palétuviers, produit beaucoup de matière organique qui va servir à nourrir toute une faune et toute une flore caractéristiques des mangroves, pour des poissons, pour des mollusques, pour des crabes également. Donc il y a toute une vie, et notamment le stade juvénile, le stade des jeunes qui se développe ici. Et ensuite, bien sûr, les poissons, qui sont d'ailleurs protégés de leurs principaux prédateurs, dont certains sont des espèces commerciales et largement pêchées, vont, une fois qu'ils auront grandi, regagner le lagon et le large. Donc la mangrove, c'est vraiment un lieu très important pour l'économie locale. Si la mangrove de la baie de Bouéni se porte bien, c'est loin d'être le cas ailleurs. Remblayée pour construire, coupée pour le bois, exutoire de tous les déchets, elle est soumise à de fortes pressions. Souvent, effectivement, ces mangroves qui se trouvent justement dans les espaces plats, au bord de mer où se concentre toute la population, eh bien effectivement sont en conflit avec d'autres développements. Il y a eu des destructions de mangroves par remblai, en fait, pour développer des activités humaines, des infrastructures urbaines, routières. Et donc là, quelques hectares de mangroves ont été définitivement dégradés. Donc cette mangrove, eh bien, continue à être en partie menacée à cause tout simplement du développement démographique très important qui se passe à Mayotte. Et il faut bien trouver de l'espace. On retrouve hélas ce genre de situation dans d'autres parties du monde. Ici, on est dans l'arrière mangrove. Il y avait plein de mangroves ici, mais tout a été coupé pour servir de bois de chauffage aux dames qui sont derrière, là, qui font du sel. Donc maintenant, il n'y a plus rien. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de replanter juste à côté. Le long du rivage de Bandrélé, Sidi, avec l'aide de quelques volontaires, a décidé de replanter à titre expérimental 500 pieds de mangrove. Si l'opération réussit, elle sera étendue. En tout cas, devant la simplicité du geste, l'initiative pourrait faire école. Regardez, tout commence par la cueillette d'un jeune plant. Voilà, ça se présente comme ça. On dirait des fléchettes. Exactement. Et comment tu les plantes? C'est très simple, on a juste à les enfoncer comme ça. Ici, nous, on plante sur la mer et c'est parti, là, ça va reprendre.
Et il a combien de temps celui-là? Celui-là, il a 10 mois. Pour savoir, on compte les étages. 1, 2, 3, 4, 5 x 2, ça fait 10 mois. 10. Tiens, moi je vais en planter une. Comme ça, vous penserez à moi. Ici? Voilà. Alors je l'enfonce bien Un peu. comme ça. Voilà, et là, c'est terminé. Ben voilà. Et tout le monde peut le faire. Voilà. La grande richesse de Mayotte, c'est son lagon ceinturé par le récif corallien. Un corail qui contribue à la diversité des espèces marines. Un écosystème fragile dont l'existence est le fruit d'un équilibre constant entre sa construction et sa destruction. Dans cette lutte permanente contre l'érosion, le corail doit faire face à des attaques naturelles de toute nature. En premier lieu, les coraux sont fragilisés par la compétition qu'ils livrent avec certains animaux et les algues du récif. L'acanthaster plancy, une étoile de mer, s'est mise à proliférer ces dernières années sans raison évidente dans le lagon. L'échinoderme rampe insidieusement au-dessus du corail pour se nourrir de ces tissus qu'elle digère sur place, laissant le corail blanc à nu. Le phénomène prenait une telle ampleur qu'un plan de collecte systématique a été mis en place par les autorités. Des changements climatiques aussi peuvent intervenir. El Niño en 1998 en est un exemple. À Mayotte, une élévation subite de 3 degrés des eaux du lagon a entraîné un stress immédiat des polypes. On observe depuis un blanchissement irréversible d'une grande partie du corail qui, en réaction au stress thermique, expulse alors des algues qui le colorent. Un peu partout, des champs de coraux morts sont désertés par la faune. Alban Jamon surveille en permanence l'état des massifs coralliens. Selon lui, un autre danger se profile. Tous ces phénomènes, à l'échelle des temps écologiques, le corail va rebondir, va pouvoir se régénérer, va pouvoir récupérer. Et finalement, on va pouvoir observer des peuplements en aussi bonne vitalité qu'avant l'épisode de dégradation naturelle. Pour ce qui est des dégradations anthropiques, des dégradations d'origine humaine, là le problème est tout autre, puisque ces agressions, elles sont chroniques, ne laissent pas le temps au corail de se régénérer, et elles peuvent s'additionner à des phénomènes naturels, comme par exemple un nouveau blanchissement qui pourrait être probablement dans quelques années. Avec Alban, notre équipe a plongé sur l'îlot Mbouzi pour inspecter l'état des fonds marins. La situation parle d'elle-même. Mbouzi, c'est une des 2 zones qui est en projet de réserve naturelle à Mayotte. Lorsqu'on plonge sur cette zone, on peut voir plusieurs problématiques. Déjà les déchets humains, les déchets plastiques. La casse du corail, donc, qui est due à différents phénomènes, soit l'ancrage, soit les bateaux qui rentrent dedans, soit un mauvais palmage par les plongeurs. Donc ça, c'est des phénomènes qui peuvent être facilement, on va dire, gérables, en mettant des bouées d'amarrage, en faisant de la communication, en informant les plongeurs. Après, ce qu'on a pu observer tout à l'heure en plongée, c'est surtout le dépôt de sédiments, la vase. Là, c'est un phénomène plus difficile à résoudre. La sédimentation terrigène dans le lagon est alarmante depuis plusieurs années. Dans cet endroit fermé, les eaux sont moins brassées qu'ailleurs. Mal évacuée, la terre étouffe la vie marine. Blanchie, maintenant étouffée, la disparition du corail dans le lagon risque de provoquer une réaction en chaîne. Les eaux qui tombent sur notre grand air à Mayotte, en fait, vont suivre le réseau hydrographique, vont suivre les pentes. Donc naturellement, elles sont absorbées, piégées par la végétation naturelle. Également près du littoral par les mangroves. Et donc forcément, si on enlève des arbres pour cultiver ou si on enlève la mangrove pour construire des infrastructures routières, etc., ce phénomène de piégeage naturel, il va s'amoindrir. Et donc toute la terre va aller au lagon. Petit à petit, elle va se déposer
se stratifier, elle va étouffer les coraux, elle va empêcher les larves coralliennes de venir recoloniser le milieu, ça va tuer notre corail. Le corail, c'est un peu comme une oasis biologique au milieu d'un désert marin, un désert océanique. C'est là où on trouve la plus forte biodiversité marine. De cet écosystème, on tire notre subsistance. Le plus grand apport protéique de Mayotte, c'est les poissons. Donc je crois, sans être alarmiste, il faut rester prudent sur son état de santé actuel et comprendre que tout est lié en fait dans l'environnement à Mayotte. On ne peut pas simplement protéger le lagon en omettant d'avoir un réel réseau d'assainissement, un réel réseau de collecte des eaux pluviales. Alban a raison. Mayotte donne l'impression d'être un archipel oublié de l'État français. L'insuffisance des moyens accordés pour le traitement des eaux usées et des ordures est unique dans les dom-toms. Ici, rien n'existe. Aux premières pluies, le lagon se transforme en un gigantesque égout. L'urgence est telle que dans quelques années, la dégradation du lagon sera irréversible. Braconnage, vandalisme, c'est tout le contraire. Fanny Seguin fait de la transplantation de corail, une technique très novatrice. Sur certains sites sensibles, elle récolte des colonies. L'opération est délicate, la cueillette doit se faire sans stresser les coraux. Est-ce que je peux t'aider? Alors oui, on va les poser juste là-dessus. Voilà, on va les poser là, le temps que je sorte. Waouh! Voilà la récolte. On va les remettre directement dans l'eau, pas trop les stresser justement. Et voilà, comme ça ils vont pouvoir rester un peu dans l'eau jusqu'à ce qu'on les replante. Tu vois, ils font déjà du mucus, ça montre qu'ils sont stressés. Donc ils relarguent un peu de mucus, c'est une couche protectrice qu'ils ont sur le dessus des coraux. Pourtant, tu vois, ils sont parfaitement entiers, pas abîmés du tout. Ici, on voit bien qu'on a taillé juste le pied, on n'a pas du tout touché au corail. Fais sentir. Ça sent bon, hein? Ouais, ça sent super bon. Et les autres sentent pas la même chose. Voilà, là t'en as un petit. Corail cerveau, tout bébé. Et en fait, les petits points blancs que tu as à l'intérieur, ce sont les polypes alors? Voilà, c'est des animaux, tu vois, t'as tous les animaux qui sont en colonie les uns à côté des autres, séparés par le squelette. On va le remettre dans l'eau pour pas qu'il s'abîme. Et ça pousse bien? Ouais, ça pousse bien en tout cas. Ça fait, là depuis un an en fait, on a quand même des bons résultats. On a eu 80% de réussite sur un des 3 sites. Donc comme on a transplanté 600 colonies, ça fait quand même un grand nombre de coraux qui ont survécu et qui repoussent, qui se sont bien adaptés à leur nouvel environnement. À l'origine de ce projet, l'agrandissement du port commercial de Longoni, qui nécessitera le dynamitage de 2 bancs de corail. Pour les protéger de la destruction, 600 coraux seront prélevés et déplacés au large. Donc en fait, des sites, il y en a 3 sur Mayotte. Oui, voilà, donc là on est sur le récif de Longoni. On a 2 autres sites qui sont au milieu du lagon et au niveau de la pointe d'Andréma. Et donc ces 3 sites qui sont un peu différents. Celui-là est très proche du récif d'origine au niveau des conditions. Et les 2 autres sont un peu différents. Ils ont de l'eau plus fraîche, plus océanique. C'était pour montrer la différence d'adaptation des coraux. Et partout ça marche? Et partout ça marche. Alors ça marche mieux sur ce site-là, mais ça marche aussi bien quand même sur les autres. Donc ça montre que les coraux s'adaptent bien quand même. Ces premiers essais de transplantation laissent entrevoir un espoir pour la restauration de certaines zones coralliennes dégradées.
Avec un bémol cependant, cette méthode par son côté artisanal ne s'applique qu'à des surfaces réduites, pour un résultat encore incertain sur le long terme. Je vous laisse admirer ce formidable balai. Mayotte pourrait s'appeler l'île aux tortues, tant elles sont visibles partout. Sur les 7 espèces qui existent dans le monde, 5 sont présentes dans l'océan Indien. À Mayotte, la colonie des tortues vertes est de loin la plus importante. La température du lagon n'y est pas étrangère. Espèces protégées, les tortues sont surveillées en permanence par les autorités et les associations locales. À Mayotte, il arrive encore qu'elles soient braconnées au moment de la ponte pour la saveur de leur chair. Comment éviter cela? Pour les mêmes raisons, le dugong devient très rare dans les eaux de Mayotte. Regardez-le en train de paître, on dirait un gros éléphant de mer. Cousin du lamentin, il est de l'espèce des Siréniens. On le rencontre quelquefois sur les herbiers de la Passe en S. L'espèce, par son cycle de reproduction, est lente à se reconstituer. Le dugong ne fait pas plus d'un petit tous les 3 ou 4 ans. Espérons que les mesures de protection en cours suffiront à le préserver. J'oubliais la star du lagon, le dauphin. En partant observer les baleines, ils nous ont accompagnés. On est très vite fascinés. Oh, c'est top. Oh, c'est géant. Ils sont 3 là. À Mayotte, l'activité traditionnelle, c'est la pêche. La flottille est principalement constituée de petites barques motorisées et de pirogues à balancier, les lacas, creusées en général dans un tronc de badamier. Peu diversifiées, les techniques de pêche n'ont pas évolué depuis des décennies. Et ce secteur mal structuré arrive tout juste à répondre aux besoins domestiques des habitants. De plus, les Mahorais sont confrontés à un épuisement progressif des ressources des eaux du lagon. Mais Rémi, comment on en est arrivé à un tel épuisement du lagon? Les pêcheurs locaux de Mayotte n'ont pas les moyens pour aller au-delà du récif barrière, donc ils se concentrent tous sur le même point. Donc s'ils se concentrent tous sur le même point, il y a un grand impact important sur les ressources naturelles. Une autre raison également pour l'épuisement du stock des poissons dans le lagon de Mayotte, c'est que pendant longtemps, les pêcheurs locaux utilisaient des poisons pour avoir plus de poissons dans leur sous-bic. En fait, ils utilisaient des plantes locales. Ils les pilaient pour avoir une substance toxique. Donc cette substance-là, ils les laissent au niveau des récifs qui sont accessibles à marée basse et qui tuent en même temps les adultes et les juvéniles. Et ça entraîne vraiment un impact, je dirais, destructeur sur la population des poissons. Mais maintenant, cette pratique, c'est interdit à Mayotte. Depuis quelques années, pour protéger leurs ressources, des endroits comme la pointe sud de Sazilé, Ngouja ou l'attrait touristique Passe en S
ont été déclarées réserves naturelles. La pêche y est interdite. Aux autorités locales de faire appliquer la loi. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Bonjour, Brigade Nature pour un contrôle. Entre le braconnage, les embarcations illégales, une réglementation compliquée, les services manquent cruellement de moyens. C'est quand même un drôle de numéro d'immatriculation, ça. Il n'y a pas de lettre. À mon avis, cette pirogue, elle n'est pas immatriculée. Ça, c'est un numéro bidon. Est-ce qu'il a des papiers? Le nom du propriétaire, il ne l'a même pas en tête. Ah, il n'a pas en tête le nom du propriétaire. Vous faites passer le message au propriétaire que la prochaine fois qu'on voit la 5322 en mer et qu'il n'y a pas ce qu'il faut à bord, on immobilise la pirogue et on vous emmène aux affaires maritimes. La pêche dans les réserves est encore une pratique courante. Les ressources du lagon continuent de s'épuiser. Une voie possible serait la mise en place d'aires marines protégées, un concept largement utilisé dans les pays anglo-saxons confrontés au même problème. Fixée par décret gouvernemental, cette mesure s'accompagne automatiquement de moyens de surveillance renforcés. Pour Mayotte, cette décision se fait attendre. D'après toi, quels sont les critères recherchés pour créer une aire marine protégée? D'abord, il faut qu'il y ait une importance écologique. Je m'explique. Par exemple, si tu as une zone de récif, c'est une zone où il y a beaucoup de poissons qui se reproduisent, qui pondent. Ça, c'est un lieu vraiment propice pour créer une aire protégée marine. Si on laisse le temps aux poissons adultes de pondre, on laisse le temps aux larves de grossir, de grandir et de devenir adultes, après, c'est sûr que les poissons adultes ne vont pas rester au niveau de la zone sélectionnée comme aire protégée marine, mais ils vont coloniser d'autres zones, et ce qui va permettre aux populations locales, aux pêcheurs locaux, de pêcher encore de nouveau et puis d'avoir des bénéfices économiques sur la pêche. Bienvenue sur Europa, une île que l'homme a désertée depuis près d'un siècle. Les îles Éparses, ce sont des possessions françaises oubliées dans l'océan Indien. Mis à part Tromelin, ces îles ont une particularité rare de nos jours. Elles sont vierges de toute présence humaine. Elles sont des sanctuaires pour la faune et la flore. Sur Europa, les colonies nidificatrices d'oiseaux marins sont très importantes. Les îles Éparses ont jusqu'à présent un statut qui ne leur permet pas une réelle protection de la biodiversité. Ces îles doivent accéder à un statut qui leur garantisse l'inviolabilité. Cette démarche de création de réserves naturelles est en cours. Elle est soutenue par de nombreuses associations comme le WWF. Allez, changement de décor. Au commencement était la roche, nue sortie d'une plaine abyssale, enfouie à quelques dizaines de kilomètres sous le niveau de la mer.
Au rythme des coulées successives de lave, une île est née sur l'océan. Le lichen, les mousses en mourant ont nourri les premières fougères. Un sol est né dans les fissures de la roche. Puis vinrent les graines, portées par le vent ou les oiseaux. Elles ont germé, trouvé leur opposé pour se reproduire. La majorité de la flore de l'île est donc unique au monde. En 1545, l'homme est arrivé. Après Mayotte, après les îles Éparses, bienvenue à La Réunion, bienvenue chez moi. Que diriez-vous d'une petite balade au cœur de l'île, dans une forêt qui existe depuis toujours, la très belle forêt primaire de Bébour? L'installation des hommes dans l'île a entraîné la disparition de toutes les forêts primaires de basse et moyenne altitude pour faire place à des terres cultivées. Aujourd'hui, la culture de la canne à sucre est l'activité agricole la plus répandue. Les champs s'étendent à perte de vue. Mais grâce à son relief montagneux, la Réunion possède encore un patrimoine naturel indigène intact ou peu dégradé. Elle a ainsi conservé près de 30% de sa forêt d'origine, contre 5% à l'île Maurice et 2% à Rodrigue, les îles voisines. L'île de la Réunion est pour cette raison un site à valeur planétaire sur le plan patrimonial et scientifique. C'est un bijou écologique qu'il faut s'efforcer de préserver à tout prix. Ce qui est fou, c'est que quand on passait, nous, en voiture ou qu'on venait se promener, la forêt de Bébour, ça a toujours été pour nous un décor magnifique, grandiose. Et on se rend même plus compte à quel point c'est important de la garder, de la préserver, et qu'à tout moment, ça peut disparaître. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est immuable, qu'elle ne bougera jamais. Mais en fait, cette forêt primaire de la Réunion, elle est déjà menacée par des pestes végétales qui ont une action très insidieuse qu'on ne perçoit pas forcément au premier coup d'œil. Donc c'est vrai que là on a l'impression qu'elle n'a pas changé depuis ton enfance, quoi. Donc tu dis qu'il y en a partout là, c'est-à-dire que je les vois, on peut les voir. Les pestes végétales, oui, elles sont visibles surtout en bordure de forêt. Regarde là, tu vois, juste en face là, on a une sorte de ronce, hein, ça s'appelle raisin marron. En créole, marron, ça veut dire ça ressemble à une vigne à peu près. Hein. Et donc tu vois, ça monte sur l'arbre et ça a tendance à l'étouffer. Et ça commence toujours comme ça en bordure de forêt et ça rentre, c'est insidieux comme ça, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu en as une autre ici, là, tu vois, c'est le brinjelier marron un peu bleuté, là, tu vois, c'est... Oui, il y a des petites fleurs. Ça aussi, c'est une peste végétale. Pourtant, c'est très joli. Ben, je pense que ça a été introduit pour le côté un petit peu ornemental, parce que c'est joli, c'est bleuté, etc. Mais ça pose des problèmes ensuite au niveau de... Oui, ça reste une peste, au niveau de la forêt. Avant, la première menace, c'était vraiment le défrichement à La Réunion. Aujourd'hui, c'est plus les pestes végétales qui posent un problème sur la pérennité des forêts primaires. C'est dingue parce qu'on est sur un tout petit espace et toutes ces pestes qui sont déjà là. Oui, regarde, si on regarde encore sur le côté, là, tu as le bois de source, c'est encore une autre peste végétale. Donc là, déjà, on en a cité 3 ou 4 et c'est juste là. Il y en a encore plein d'autres. Et il y en a encore plein d'autres. Mais pourquoi on appelle ça une peste végétale? Ça vient du fait que les végétaux qu'on appelle pestes sont envahissants. En fait, ils envahissent la forêt primaire parce qu'ils ont des modes de reproduction très rapides par rapport à la forêt indigène, la forêt primaire de la Réunion, qui, elle, a un mode de reproduction lent, qu'elle a depuis longtemps. Et eux, ils ont un mode de reproduction très rapide qui fait qu'au fur et à mesure, ils remplacent comme ça la forêt primaire par petits pas, petits pas. Et il reste encore de l'espace dans cette forêt? Oui, parce que tant que la forêt arrive à, je dirais, ne pas avoir de trouée ou à réussir à se régénérer normalement, la peste végétale aura du mal à rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi, tu vois, là on est dans un sentier et tu auras des pestes végétales toujours en lisière. Regarde, je suis sûre que tu connais. Ah oui, c'est bien que tu m'en donnes un. Un goyavier. Et ben ça, c'est une des pestes végétales les plus virulentes sur l'île de la Réunion. Tu vois? Et ça, tu le sais pas. Mais c'est bon, hein?
Tiens, regarde ça. Ça aussi, je suppose que tu connais. Hein? Bah oui, on connaît tous, oui. Voilà, un arôme, ben ça aussi, c'est une peste végétale ici. Surtout dans la forêt humide dans laquelle on est, la forêt primaire humide. Sur les 36 espèces végétales reconnues comme les plus envahissantes au monde, les 2/3 sont déjà présentes dans l'île. De quoi faire réfléchir. La Réunion est actuellement classée parmi les 10 îles les plus menacées du globe. Quel panorama magnifique. C'est chouette, hein. Ce serait vraiment dommage de voir disparaître cette forêt. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour lutter contre ces pestes invasives? En fait, tu as plusieurs moyens de lutte, des moyens mécaniques, donc tu coupes, tu arraches. Tu as des moyens chimiques, donc après la coupe, généralement tu mets un pesticide pour tuer l'individu. Mais en fait, tu éradiques pas vraiment, tu ne fais que de les cantonner à un endroit pour éviter qu'ils colonisent d'autres pans de la forêt primaire, si tu veux. Sinon, je pense que ce qu'il faudrait, c'est plus rentrer dans le côté prévention, c'est-à-dire éviter de faire entrer des espèces qu'on connaît être invasives dans d'autres régions du monde, à la Réunion, par exemple. Ça serait un des moyens de lutte. Sensibiliser les gens aussi de ne pas planter des pestes végétales dans leur jardin qui continueraient encore à propager la peste végétale dans d'autres régions de l'île. Donc il faudrait que la population s'implique davantage. C'est clair que si on veut préserver le milieu naturel réunionnais, on ne peut pas le faire seul, sans la population. Donc c'est sûr que si eux, ils introduisent des exotiques dans leur jardin qui seraient des potentiellement envahissantes, ça poserait un problème pour la conservation du patrimoine réunionnais. Donc c'est sûr que si eux sont sensibilisés, nous, on arrivera mieux à travailler pour la lutte contre les pestes végétales. Il faut qu'ils nous aident en évitant justement d'introduire d'autres pestes chez nous. L'île de la Réunion manque de moyens humains pour gérer ses 100 000 hectares de forêt. L'invasion des pestes en est un exemple. Certaines personnes, pour trouver un outil mieux adapté à la gestion du patrimoine réunionnais, ont réfléchi. Il y a 15 ans naissait dans les esprits le projet d'un parc national des Hauts, centré autour du piton de la Fournaise. Depuis, l'idée a fait son chemin. Le gouvernement, en 2004, en a validé le principe. J'ai rencontré Philippe Berne, véritable défenseur d'un parc national des Hauts. Et Philippe, qu'est-ce qui vous a amené à militer pour la création de ce parc national ? Alors, la création du parc national était devenue un peu une nécessité pour plusieurs raisons. Hein. Une première raison, c'est qu'on a à La Réunion des paysages fantastiques, une géologie avec un volcan. Deuxièmement, c'est qu'on a des forêts primaires avec beaucoup d'espèces qui n'existent qu'à La Réunion, donc un patrimoine très fort sur le plan végétal et animal. Et puis, on a dans les Hauts, disons, un mode de vie, une culture des Hauts particulières. Donc il fallait avoir un outil qui protège bien tout ceci et qui le valorise. C'est pour ça qu'on a choisi le parc national. Et concrètement, la création de ce parc va se traduire par quoi sur le terrain ? Alors, dans la zone centrale, beaucoup de gens sont persuadés que ça va être une zone mise sous cloche. C'est pas ça. Hein. Il y aura une amélioration aussi bien dans le balisage des sentiers, même si l'ONF a bien travaillé, dans la connaissance des milieux que les touristes vont visiter. Donc il y aura un plus qualitatif très fort dans la zone centrale. Dans la zone périphérique où il n'y aura pas de règlement supplémentaire, l'action va se traduire par une charte déclinée en aide pour l'amélioration architecturale, de façon à ce qu'on ait de beaux villages, à l'aide au niveau de tout ce qui est services, commerce, etc. L'aide aussi pour ce qui est de l'agriculture biologique, de l'écotourisme, bref, une amélioration de ces villages des Hauts. Nous autres Réunionnais sommes fiers de notre île. Je pense que la majorité des habitants est comme moi pour la création de ce parc, ne serait-ce que pour la préservation de l'écosystème des Hauts et la part de rêve qu'il va créer. Le parc n'est cependant qu'un début de réponse. Dans 20 ans, nous allons devoir faire face à une situation inédite, une explosion démographique sans précédent, avec 300 000 habitants de plus sur une surface déjà limitée. Quand on connaît la situation actuelle du pourtour de l'île, toute la politique d'occupation des sols est à repenser.
Alors Philippe, est-ce que finalement, l'avenir de la Réunion passe par le développement durable ? C'est évident, ça passe dans le développement durable à La Réunion comme sur la planète. Donc vous avez vu les problèmes des déplacements, vous voyez un peu les embouteillages qu'il y a. Et là, ça ne se réglera pas en faisant 4 voies, 2 fois 4 voies, 2 fois 5 voies. Ça va se résoudre par les transports en commun et en particulier par le tram-train sur lequel on travaille. Vous avez le problème de l'énergie électrique. Actuellement, de plus en plus, les énergies fossiles interviennent pour faire de l'électricité. Nous avons décidé donc d'inverser la situation et de proposer un programme qui arrive à l'autonomie énergétique de l'île en 2025-2030. Vous avez d'autre part les problèmes de protection des récifs coralliens où là les efforts doivent être poursuivis et amplifiés. Et puis enfin, avec la création de ce parc national, on va avoir à la fois une protection de notre patrimoine et des outils pour le développement à la fois économique, social et culturel. C'est avec regret que nous quittons l'île de la Réunion et l'océan Indien. J'espère, à travers ce film, vous avoir sensibilisé à la fragilité de la nature dans cette région du monde. Comme vous avez pu le constater, cette nature est un peu plus menacée chaque jour et l'acharnement de quelques personnes à l'épargner ne suffira plus. La préservation de la biodiversité doit devenir une priorité pour nous tous. Alors je vous invite à dépasser le cadre de vos écrans et à vous mobiliser à mes côtés dans ce combat de tous les instants. À bientôt.